pouvoir passer donc à la suivante et voir un peu ce qu'il se passe plus localement. Pour ce faire, l'idée de cette session était de lancer un appel à contribution pour faire participer voilà, les établissements partenaires voilà, intervenir sur la stratégie, les outils développés localement voilà, pour évaluer la recherche au sein des institutions. Alors, on a donc eu deux réponses, notamment de la part de l'Université Clermont-Auvergne et de Nantes Université, qui interviendront donc tour à tour. Et donc, pour commencer cette session, nous verrons intervenir Valérie Leguet, enseignante-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne, biologiste de formation, chargée de mission sciences ouvertes et services informatiques recherche à l'UCA, en charge de la réforme de l'évaluation de la recherche et des chercheuses à l'UCA, référente Coara au sein de l'université et représentante de France Université au GT Academic Career Assessment de Coara. Et donc, c'est à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, la présentation a été faite. Donc, je suis ravie d'être là et merci d'avoir accepté donc la contribution. On était peu nombreux, je suis un peu étonnée, j'avoue, en termes de commentaires, parce que vous êtes tous et toutes concernés, je pense, par cette réforme. Et je suis sûre que vous avez déjà engagé des réflexions et des activités ou des initiatives autour de ce sujet. Donc voilà, ne soyons pas modestes et partageons ça ensemble, hein. Voilà, c'est un peu le message que je vais aussi vous porter, si je puis me permettre. Et donc voilà, je suis en tant que chargée de mission, j'ai été en charge en fait de tenter de porter en fait cette réforme au sein de l'université et aussi indirectement ou directement au sein de France Université en tant que référente dans un groupe de travail qui est plutôt un groupe de travail qui est consacré plutôt à la recherche, enfin à l'évaluation et des recherches académiques au sein des universités plus principalement. Voilà. Donc je vais donc juste vous, enfin juste plus concrètement en fait vous mentionnez en fait la progression en fait de cette réforme et puis aussi les difficultés auxquelles on fait face et comment on peut ensemble ou pas y remédier et progresser donc dans cette réforme. Donc c'est des choses un peu peut-être pratico-pratiques hein, de terrain que je vais partager avec vous. Alors normalement je devrais pouvoir faire quelque chose. Ah, faut que j'aille à l'ordinateur. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Ok, super. Je sais ce que je tente de faire. Euh, ok. Alors attendez. Ouais, ça marche maintenant. Ok. Donc en fait, pourquoi on a été amené à réfléchir à ce changement en fait dans l'évaluation de la recherche au sein de l'UCA? Bien pour des raisons que vous connaissez, hein, qui est partagée par tous et toutes, hein, qui est fait qu'il y a une insatisfaction de la part de la communauté scientifique autour de l'évaluation actuelle et qui donc il est important de la repenser, qu'elle n'illustre pas, bien sûr, les différentes activités hein, qu'on peut exercer en tant que chercheur et chercheuse. Donc ça, c'est un constat, bien évidemment, qui a amené des frustrations, etc., qui a amené des discussions. Et puis, ça, c'est vraiment, il faut considérer son point, je pense. Et puis l'autre point, c'est que, donc, comme toute université et bien tout établissement, on a mené en fait une politique science ouverte hein, depuis très longtemps. Et bien sûr, hein, comme vous tous, on a fait le constat en fait hein, que l'évaluation actuellement menée hein, sur les aspects quantitatifs, eh bien, elles sont considérées comme un frein en fait, en tout cas une barrière vers la science ouverte. Donc ça, c'était quelque chose qui était important. Qu'on a tenu compte. Donc à la suite de ça, donc on a essayé de développer une stratégie hein, depuis assez longtemps au sein de l'UCA. Et bon, la première étape qui nous a paru importante, c'est d'adhérer en fait à Dora et à ses principes, ce qui était pour nous un moyen de communication auprès de la communauté en fait, hein, à travers cette adhésion et de reconnaître donc les pratiques de la science ouverte. Et puis ensuite, ce que je vais vous mentionner, la deuxième étape, c'était qu'en fait, on a mis en place en fait un texte de cadrage, hein, au sein des instances d'évaluation, donc il était le CAC à l'époque, qui a changé de nom maintenant, et donc enfin de définir quelques principes en fait de base qui pourraient être communiqués auprès des évaluateurs et des évalués.
Ensuite, eh bien sûr, on a été amené hein, à adhérer, à devenir membre hein, de Coara, et ça, on l'a fait en 2023. Et puis, plus récemment, en fait, hein, on a été la chance d'être lauréat d'un projet dans le cadre de Coara qui s'appelle Coara Boost, hein, dans lequel je peux vous dire quelques mots. Donc, comme vous voyez, la science ouverte, en fait, est un mot-clé que vous apparaît, c'est qu'on a fait le choix, en fait, au sein de l'université, de faire une entrée science ouverte. Et ça veut dire, en fait, ça veut dire quoi? C'est qu'opérationnellement, on a été surtout porté, en fait, par la VP Recherche, enfin, les VP Recherche, et puis, donc, la chargée de mission et ne pas faire une entrée en fait plutôt RH. Hein, donc les deux entrées sont possibles bien évidemment, mais nous on a fait ce choix-là. Et avec l'idée en fait, c'était aussi de reconnaître en fait l'initiative en faveur de la science ouverte qui était menée par les chercheurs et chercheuses. Et donc ça c'était important et d'inciter à aller vers la science ouverte. Donc on a utilisé aussi cette réforme dans ce sens-là. Donc, le premier outil qu'on a mis en place, c'est un texte de cadrage, donc un texte de référence en fait, hein, qui a été adopté et signé par le CAC, hein, donc en 2020. Donc, juste une petite parenthèse, cette discussion, elle a eu lieu quand même, vous avez vu, 2020, donc la période du Covid, etc. Donc, c'était pas quelque chose qui était très très facile à mettre en place, et les échanges étaient quand même assez restreints au sein de la communauté. Donc, bon, on a pris sur nous et on a un peu forcé la mise en place de ce texte. Donc, qu'est-ce que dit ce texte? Si je vais pas, je peux vous le fournir hein, si vous voulez. De toute façon, je pense qu'il est disponible en ligne. Hein. Ce texte, il met en place il se base sur cinq principes clés. Donc, c'est de tenter d'évaluer l'ensemble des produits de la recherche. On peut revenir sur le terme produit, hein, ça a été mentionné tout à l'heure par Noémie. Donc, ça, c'est important. Et puis, le deuxième critère, évidemment, qui est sans doute, c'est d'abandonner le facteur d'impact, c'est-à-dire de ne pas le mentionner. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et ensuite, donc, de s'appuyer sur HAL et les archives ouvertes disponibles. Voilà. Le quatrième point, c'est bien sûr en fait hein, de reconnaître les publications et autres formats et de tenter d'aller vers un soutien en fait des modèles d'édition ouvertes hein, de type Diamant ou PCI pour la communauté qui sont concernés. Donc voilà, donc ça c'est les points, le texte. Hein. Ce texte a été suivi, alors il a été, donc c'est un texte de référence quand même, hein, voté par le CA. Il a été suivi par un autre texte qui est plus récent, qu'on a mis en place en 2024. Et ce texte en fait fait référence, c'est le fameux texte hein, qui est dans le cadre des RIPEC. Alors, les RIPEC, ce sont des référencements c'est un cadre en fait d'évaluation du personnel d'enseignants-chercheurs en fait. Hein. Donc c'est en gros l'obtention de primes hein, en fait hein, pour faire simple. Ceux qui ne connaissent pas, donc il y a plusieurs composantes dans ce VRIPEC, et donc il y en a une qui est importante qui s'appelle la C3 pour nous, et qui porte ce nom-là, dans lequel on doit en fait hein, notamment mettre en place, valoriser ou évaluer les activités scientifiques. Donc dans ce cadre-là, donc on a volontairement en fait hein, inséré ce texte de cadrage que je vous ai parlé précédemment dans ce cadre-là. Donc ça c'est voilà, on a fait donc ça, c'est nos outils en fait de base pour le moment. Et comme vous pouvez le voir en fait dans ces deux outils, alors on peut en discuter par la suite. Non seulement on s'est basé sur la science ouverte, mais le premier élément pour nous, c'était aussi en fait peut-être de rester dans une première étape, en tout cas, essentiellement sur les publications, qui sont, quoi qu'on le dise, le premier produit, hein, même si c'est pas le seul qui doit être reconnu, on est bien d'accord, mais en tout cas, c'est un des produits essentiels. Donc, on a voulu aller dans une première étape et se focaliser sur ce produit-là, entre guillemets. Et donc pour ça, donc on s'est appuyé en fait sur HAL en fait, hein, et donc la plateforme a été pour nous un support enfin, de cette mise en œuvre. Et pourquoi? Pour des raisons que vous connaissez tous, hein, c'était aussi avoir aussi une visibilité des activités du chercheur à travers ça, d'avoir accès à la publication ou à la publication au sens large hein, du terme, etc. Donc ça nous paraissait important, parce qu'un des critères importants dans cette réforme, c'est la transparence en fait. Et donc de par là, HAL est un outil qui nous semblait, enfin qui nous semble en fait, et c'est important. Donc voilà. Et puis ensuite, bien parallèlement à cette réforme d'évaluation, on menait aussi des formations, des accompagnements en fait dans des dépôts des chercheurs. Donc c'était aussi une manière en fait hein, de favoriser euh, le dépôt dans HAL. Donc voilà. Donc voilà, on a mis en place des outils d'accompagnement, des formations, dépôt dans HAL, pas forcément liées à l'évaluation, mais voilà, c'était là encore un prétexte.
On a aussi fait faire une sensibilisation auprès des élus du CAC et du CP2E, qui est l'organisme et la structure d'évaluation au sein de l'UCA. On a aussi fait un travail auprès des écoles doctorales, en fait, hein, notamment pour faire reconnaître en fait les pré-publications, les pré-prints en fait en amont de la soutenance, hein, de l'autorisation de la soutenance des étudiants. On a créé un groupe de travail interdisciplinaire pour essayer de tenter de revoir en fait cette fameuse grille d'évaluation auquel tenaient en fait hein, les évaluateurs. Et puis parallèlement à ça, ben, on tente de faire une veille des pratiques des autres établissements, qu'ils soient français ou dans d'autres pays, parce que je pense qu'on peut bénéficier quand même de l'expérience en fait, hein, grâce à Cora maintenant, des autres établissements et de retour d'expérience aussi. Et puis, essayer de s'impliquer dans des GT, dans Coara France, etc., pour essayer de dynamiser notre approche. Voilà. Voilà. Alors après, quel est le constat de ça? Eh bien, en fait, on a quand même eu des avancées, hein, donc, il y a eu des discussions, etc. Ça a amené quand même un certain nombre de réflexions de la part des collègues ou des critiques, hein, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ça permet d'avancer aussi. On a eu quand même des freins. On n'est pas terminé du tout, hein, vous allez voir, je vais vous en dire quelques mots. Donc les freins sont venus on s'est aperçu en fait que les pratiques RH, en fait, nos ressources humaines, enfin, ces critères-là étaient très difficiles à faire comprendre. Et donc comment intégrer les services centraux aussi, hein, ce qu'on appelle les services centraux, les services administratifs dans notre démarche. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et puis, on n'a pas du tout pris en compte pour le moment les évaluations des projets. Donc on en est resté à l'évaluation pour le moment individuelle en fait, hein. Et puis bah, on s'est aperçu bien sûr, hein, comme nous tous, hein, ça a été mentionné plusieurs fois, un changement culturel hein, est vraiment important. Il est en cours parce que on en discute, donc c'est toujours très sain et très stimulateur. Donc voilà. Et puis, donc, on s'est tourné, les leviers qu'on tente pour le moment, c'est un engagement des écoles doctorales et puis d'essayer de mobiliser de plus en plus des chercheurs et chercheuses autour de ce sujet. Voilà, donc après, alors, tu me dis, hein, là, oui, parce que je ne sais plus. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait après ce cas de cadrage, etc. On a une période, en fait, hein, bah, soyons clairs, on est tous soumis, vous êtes beaucoup d'universitaires ici, on est aussi soumis à des renouvellements de gouvernance, hein. Donc il y a eu un petit arrêt, renouvellement d'équipe, etc. Donc on a repris en marche cette démarche-là. Et donc on a adhéré, on est devenu membre de Coara hein, en 2023, sans hésitation, bien évidemment, qu'on a vu quand même sur un œil plutôt favorable et encourageant et pour essayer de mener une réforme. Et donc là, on sait bien sûr, hein, l'objectif c'est d'adhérer à Quara, donc ça a relancé en fait au sein de notre établissement donc une réflexion aussi, et puis, parce qu'il y avait aussi euh, une, euh, un écosystème européen en fait hein, qui nous permettait en fait sur lequel on peut s'appuyer et pas que franco-français, donc c'était un bel outil en fait, c'est un bel outil, voilà pour mener cette réforme. Donc voilà, à partir de là, on a réinitialisé des étapes, hein, donc on a fait des séminaires, voilà, des réflexions autour qu'est-ce que l'évaluation, pourquoi est-ce que c'est utile, pas utile, etc. Avec on a ainsi invité des personnes, donc des experts dans ce domaine. On a rédigé ce fameux plan d'action dont vous parlez, Fabien, en avant, Coara. On a juste terminé cette approche-là. Et puis, bien là, notre prochaine étape, c'est de élaborer des guides, des recommandations dans le but, en fait, de former justement les évaluateurs, mais aussi les évalués, qui vont devenir un jour peut-être évaluateurs et inversement. Voilà. Et puis, on espère pouvoir implémenter en fait une partie de la réforme en 2026, 2027, et ensuite de tenter de faire un retour d'expérience en fait dans les années qui suivent. Voilà les étapes. Et puis, donc, que dire de plus? Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, ouais, il y a partagé avec vous hein, un projet sur lequel on a été, enfin, dans lequel on est soutenu, en fait, par Coara. Donc, en fait, on a proposé, dans le cadre de l'appel à projet Coara Boost de l'an passé, donc, un projet qui était, en fait, en français, ça donne intégrer la science ouverte dans l'évaluation, en fait, qualitative. Et donc, on a proposé un certain nombre de work packages euh, qui va nous permettre, dans l'année 2025-2026, en fait, d'avancer sur cette réforme.
Et donc, bien sûr, hein, l'approche qu'on souhaite, c'est une approche participative et puis co-constructive. Donc, on a bâti vraiment notre projet sur le fait qu'il est important que la communauté scientifique s'empare de ce thème, en fait, hein. Contrairement à ce qu'on n'a pas fait dans la première étape, hein. Vous avez vu qu'on a fait d'abord le texte de cadrage avant. Donc, voilà, c'est aussi, ça dépend des situations, l'écosystème dans lequel on est, etc. Et donc, bien sûr, avec un désir d'aligner vers Coara, hein, bien sûr, participation active au groupe de travail, donc du fameux AK dont je vous parlais, et puis de s'inspirer des pratiques européennes qui sont nombreuses, en fait, hein, et parfois, enfin, souvent réussies d'ailleurs. Donc voilà. Donc la phase du projet, c'est quoi? Donc il y a trois, ce que je vous disais, il y a trois work packages qui peuvent se décliner en trois phases, c'est-à-dire instituer un changement culturel auprès de la communauté, donc à travers de webinaires, voilà, des formations, qu'est-ce que les outils qu'on dispose, qu'est-ce qu'un CV narratif, etc. Formation, donc tout ça, ça va être monté en 2025-2026. À travers le groupe de travail que je vous ai mentionné, eh bien, c'est de co-construire ou co-développer en fait des critères, si critères il doit y avoir, et comment on construit en fait et on aide les évaluateurs en fait à aller vers cette réforme. Et puis, bien sûr, hein, c'est d'implémenter en fait hein, cette politique hein, dans le plan des ressources humaines hein, à travers la labellisation que beaucoup d'universités ont de HRR4R. Donc ça, c'est important aussi. Et donc c'est là qu'on fera le lien, je suppose, en fait, avec le volet RH hein, de l'établissement. Voilà, donc en conclusion, le message qu'on peut porter, c'est que certes, il faut des textes de cadrage, ça paraît important politiquement, mais qu'il faut quand même, enfin, il me semble qu'il est hyper important, mais je pense qu'on fait tous ce constat, il n'y a rien de nouveau là-dessus, sur une réforme en fait qui nécessite d'être construite ensemble. Donc non seulement au sein de l'établissement, il me semble, mais aussi entre établissements, quels qu'ils soient, et voire au niveau européen. Donc bah, je pense que Fabien ne pourra aller que dans ce sens et je pense que c'est important qu'on échange entre nous là-dessus. Et le deuxième point, plus local ou pas, mais dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, je pense que HAL peut devenir en fait un outil qui est vraiment très très important dans la réforme. Alors non pas en lien avec la question précédente, pour nous, c'est pas comment dire, un outil de bibliométrie, quoi que ça peut l'être hein, à un moment donné à l'échelle de l'établissement, mais à l'échelle individuelle, c'est tout simplement, nous concrètement, on demande en fait hein, dans les CV pour les promotions, en fait, hein, d'indiquer le lien de dépôt de HAL ou de lien d'accès ouvert. Et à un seul clic, l'évaluateur devra avoir accès à cette publication. Et donc, c'est un seul clic, quoi. À travers un... Donc ça, c'est tout à fait possible. Et donc, on l'utilise un peu comme ça en vue d'un outil de transparence, en fait, et de mise à disposition, en fait, hein, pour les évaluateurs. Voilà, donc voilà, c'est un peu le message que je veux vous faire porter. Je ne sais pas si je suis allée trop vite ou pas. En tout cas, je suis là pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. On a le temps rapidement pour quelques questions, si jamais. Vous avez indiqué le souhait de mobiliser votre communauté dans cette démarche. Et quel succès vous avez rencontré? Quelle population finalement s'est mobilisée? Alors on a tenté, mais je pense qu'il y a d'autres témoignages qui peuvent être apportés par d'autres universités qui ont aussi fait ces journées qu'on appelle journées évaluation ou Coara, etc., dans lesquelles on a été amené à participer. Donc il y a très peu de personnes qui participent. Euh, il y a plusieurs raisons, mais c'est pas seulement vrai pour cette journée. Il faut savoir, enfin, je suis aussi enseignant-chercheuse. En fait, c'est très dur de mobiliser en fait la communauté scientifique en dehors de leur recherche parce qu'ils sont, voilà, on a beaucoup de choses à faire. Et donc ça, il n'y a pas beaucoup de monde, mais oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc l'idée, qu'on a maintenant, c'est plutôt faire des webinaires courts hein, pour être pratico-pratique. Hein. Euh, voilà, pour essayer de. Alors, je pense que enfin, c'est des anciens chercheurs. Nous, on a un peu forcé en fait la chose où on a surtout mobilisé les élus, en fait, qui sont en charge actuellement de l'évaluation. Donc là, comment on a fait d'un point de vue pratico-pratique, on a porté à l'ordre du jour, hein, tout simplement, d'un conseil. Hein, donc ça, c'est une façon de faire. Mais on touche qu'un membre. Après, ça percole, hein, j'allais dire. Hein, voilà. Donc c'est de longue haleine. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, effectivement. Enfin, je pense que tu peux apporter un témoignage là-dessus. Ouais, ouais.
Bonjour, Caroline Gaucher, chargée de mission RH à l'Université de Lorraine. On a aussi organisé ce genre de séminaire, atelier Coara. La participation est relativement faible, hein. Nous, on a eu 60 personnes sur une université, je sais pas, on a 5000 enseignants-chercheurs. Mais on a eu un mélange quand même d'enseignants-chercheurs et de responsables de direction opérationnelle parce qu'on les avait invités Oui, aussi. Et à la limite, ils sont peut-être même plus intéressés que les enseignants-chercheurs. Non, pareil, on avait pris les élus dans les différents conseils. Et ce qu'on a fait aussi par la suite, c'est qu'on a ouvert une communauté de pratique pour travailler sur une question spécifique Kohara. Là, on avait nous-mêmes limité un nombre de participants parce qu'on ne peut pas travailler avec 100 personnes en même temps. Et on a atteint un chiffre de 15 à 20 personnes pour discuter assez facilement, essentiellement des enseignants-chercheurs. Et je crois qu'on a un ingénieur de recherche qui participe. Et moi, j'avais une question à te poser en plus. Tu disais il y avait un souci en fait de transfert de ces principes votés au CAC du côté des RH. Mais est-ce que ces RH ont été associés dès le oui. départ à la discussion? Oui, non, non, en fait. Alors oui et non, j'essaie de réfléchir en discutant parce que c'était 2020. Non, ils ont été informés en fait. Ils n'ont pas. Non, le texte de cadrage est vraiment. Alors on peut le regretter. C'est pas forcément une démarche à suivre, hein, je dis pas ça, hein, je dis juste voilà ce qu'on a fait. Le texte de cadrage était vraiment un texte de politique. Voilà. Voilà, mené politiquement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, et voilà, c'est peut-être la limite, hein. En revanche, il était disponible pour tous, et du coup, il a permis en fait de prendre, ouais, d'informer en fait hein, de la communauté, les évaluateurs surtout du moment en fait, de l'existence de ce texte, quoi. Mais donc la RH n'a pas été, les services RH non, n'ont pas été associés à ce texte. Alors, Voilà. je te parlais peut-être un peu plus de politique en fait. Ah Nous ouais. aussi, on a commencé par la politique, mais on est parti par la politique RH et Oui. recherche. Non, Ce nous, qui, on est parti vraiment, en fait, c'est à l'initiative du VP Recherche et voilà. Et donc, le VP de l'époque qui était en charge du cas, qui était bien sûr associé à la discussion, mais c'était vraiment c'était très, ouais, au sein de la gouvernance, en fait, ça a été pris. Et c'est important, enfin, je me permets, hein, enfin, je sais pas si on est enregistré ou pas, mais je me permets en toute liberté de dire qu'il est extrêmement important d'associer, en fait, hein, et ça doit venir, d'associer vraiment les politiques, enfin, ce qu'on appelle les politiques au sein des établissements. Je pense que vraiment, il faut une mesure politique. Voilà. Ça, c'est enfin, un souhait et un soutien. Donc, à nous de les convaincre si nécessaire, si besoin. Merci beaucoup Valérie. S'il vous reste des questions, des remarques, après on fera une pause après l'intervention de Nantes Université. N'hésitez pas à échanger sur ces sujets avec Valérie, avec Emmanuel qui va continuer cette présentation. Donc on passe à la deuxième contribution, celle de Nantes Université, voilà, qui reviendra, qui propose en fait d'illustrer à travers des cas concrets comment l'adoption d'un CRIS, Current Research Information System, et l'engagement dans le consortium Chrysalide transforment la manière dont Nantes Université analyse les données sur la recherche, et leur expérience montre que l'un des enjeux majeurs des réformes de l'évaluation est notamment la maîtrise des données et la capacité à les croiser. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Paulet-Grandguillot, qui est membre du comité de direction du SCD de Nantes Université et directrice du département Système d'information et appui à la recherche, et qui compte notamment parmi les 5 élus de l'Assemblée des partenaires à siéger au sein du comité d'orientation du CCSD. Emmanuel est accompagné à distance de Guillaume Godet, responsable du service bibliométrie de Nantes Université depuis 2022, et qui, dans le cadre du consortium Chrysalide, qui donc réunit ces 13 établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, autour de projets de conception d'applications dédiés à la gestion et au suivi des activités de recherche, Guillaume Godet assure dans ce consortium le rôle de product owner de Soviso Plus, un outil libre de gestion de la production scientifique et de l'identité numérique des chercheurs. Et passer voilà, celle-là directement. Donc moi, je vais juste faire une courte introduction pour situer où on en est maintenant et ça vous permettra de comprendre en fait ce qu'on attend de Chrysalide et des briques logicielles qui sont développées dans Chrysalide, sachant que pour Chrysalide, pour l'instant, on est encore en train de développer les outils. On est sur une version bêta
de Sovisu Plus, mais on parle de choses qui sont projetées et qui sont à venir. Donc la situation actuelle, alors je ne vais pas présenter des choses très originales, mais c'est pour vous montrer ce qu'on fait actuellement, ce qu'on produit comme indicateur à partir de HAL. Je pense qu'on fait des choses que vous faites tous et toutes dans dans vos établissements. Donc, au niveau de Nantes Université, le service commun de documentation a repris l'administration du portail en 2017. Et donc, depuis, on produit un indicateur qui mesure le nombre de dépôts dans HAL, dépôts de notices, dépôts de fichiers, enfin dépôts avec fichiers, dépôts avec annexes. Et on a un indicateur qui est un ratio de quel est le taux de dépôts avec fichiers annexes par rapport au taux total de dépôts notice plus dépôt avec fichier et annexe. Donc, c'est pas très original. Je pense que tout le monde fait ça dans ces établissements. En fait, ça s'inscrit dans une politique qui est clairement définie par l'établissement autour de HAL. On a une décision du CA qui commence par, pour l'évaluation des laboratoires, l'établissement prendra en compte ce qui est déposé dans HAL. Donc voilà, cette délibération du CA est un levier important et elle précise de façon assez fine ce qui doit être déposé dans HAL, donc ce que l'établissement demande de déposer dans HAL, à savoir tous les articles qui peuvent y être déposés dans le cadre de la loi pour une république numérique, et puis des choses qui sont, et on demande aussi de déposer toutes les notices pour l'ensemble des publications, et puis des recommandations pour tout ce qui n'est pas un article. Mais parmi ce qui n'est pas un article, en fait, il y a des choses que l'auteur a le droit de déposer, du coup on l'a précisé dans cette délibération. Et puis l'autre outil de cadrage, c'est le plan d'action sciences ouvertes de l'établissement qui indique que, là aussi, c'est pas très original, il y a d'autres établissements qui le font, mais que HAL est la bibliographie officielle de l'établissement. Donc en fait, la difficulté pour un établissement comme l'Université de Nantes, qui est un établissement pluridisciplinaire avec santé, où en fait, toutes les disciplines sont représentées à l'université, c'est que avec les outils bibliométriques tels qu'ils existent sur le marché, on ne peut pas savoir quelle est la production scientifique de l'établissement. Et donc, on a besoin de HAL pour avoir une idée la plus complète possible de la production scientifique de l'établissement. Mais en même temps, on ne peut pas comparer ce qui est dans HAL à parce que tout n'est pas dans HAL, donc comment savoir jusqu'à quel point ce qui est référencé ou déposé dans HAL est représentatif de la production de l'établissement. En fait, c'est un peu ça la limite de la démarche qu'on a actuellement. Donc, on a un indicateur qui est autoréférencé par rapport à HAL. On mesure est-ce que le taux de dépôt avec fichier progresse ou ne progresse pas, mais c'est quand même assez limité comme approche. Donc, je ne sais pas, Guillaume, si tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, je vais juste présenter brièvement Chrysalide, resituer le consortium. Mon idée étant d'expliquer pourquoi nous, en tant qu'établissement, on a choisi de rejoindre ce consortium. Donc, à l'origine du consortium, il y avait trois projets portés par trois établissements, l'Université de Toulon, l'Université Panthéon-Sorbonne et l'Université de Paris-Saclay, qui ont souhaité en fait mettre en commun leurs forces pour développer des logiciels libres, ouvrir en fait la définition de ces logiciels à tous et travailler avec les différentes communautés professionnelles qui ont besoin des données sur la recherche. Donc les bibliothécaires, mais pas seulement, les directions de la recherche, les directions du pilotage, donc tous les métiers. Il y a beaucoup de métiers en fait qui ont besoin d'utiliser ces données sur la recherche et l'idée c'est bien de mettre toutes les communautés professionnelles autour de la table. Diapo suivante. Alors moi j'avais prévu de commenter très rapidement la diapositive et pas à pas parce que je voudrais que tu aies le temps de parler de Sovisu. C'était ce qui est attendu en fait de la mutualisation, pourquoi mettre les forces en commun. Donc ce qui est attendu, c'est à la fois des économies, une meilleure qualité des logiciels et aussi une pérennité des logiciels dans le temps. Euh, et donc sur la diapo suivante, vous avez la liste des établissements qui ont rejoint Chrysalide à ce jour. Donc pour l'instant, il y a 13 membres actifs, mais c'est une communauté qui grandit euh, je dirais pas de mois en mois, mais quand même assez progressivement.
Et la dernière diapo autour de Chrysalide, elle indique en fait les raisons pour lesquelles Nantes Université, nous, on a choisi de rejoindre Chrysalide. Donc, Chrysalide, pour la petite histoire, hein, c'est pour Current Research Information System, donc système d'information recherche, HAL, et puis identifiant. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de développer ensemble en code ouvert des briques logicielles et après chaque établissement va intégrer dans son système d'information les briques dont il a besoin. Nous, l'intérêt qu'on trouve à ce projet, c'est d'arrêter de nettoyer des affiliations dans des outils propriétaires, mais de le faire dans des outils qui sont ouverts et de tirer vraiment parti en fait du temps qu'on consacre et qui n'est pas négligeable au nettoyage des référentiels, au nettoyage des métadonnées. Et puis à partir de ces métadonnées qui sont propres, de pouvoir construire des outils qui permettent d'avoir une vision d'ensemble de l'activité de recherche de l'établissement, parce que comme je l'ai dit en introduction, c'est notre difficulté en tant qu'établissement pluridisciplinaire. Et puis à terme, ben, l'ambition, c'est quand même de pouvoir se passer, autant faire se peut, des outils propriétaires pour le pilotage de la recherche. Et pour ce faire, l'ambition de Chrysalide, c'est de s'appuyer sur un certain nombre de principes, en fait, pour construire les fonctionnalités des logiciels et développer les logiciels, et de développer des logiciels qui soient cohérents avec les attendus du ministère et avec des standards techniques nationaux et internationaux. Donc, je vais laisser la parole à Guillaume pour qu'il puisse vous montrer un petit peu plus concrètement le lien qu'il y a entre Sovisu Plus et HAL. Donc là, vous avez oui, les bases du consortium. On s'appuie beaucoup sur un rapport qui avait été fait par OCLC en 2021 sur les CRIS aux États-Unis, où il y a un certain nombre de principes qui sont énoncés et enfin, c'est un peu notre Bible, à partir de laquelle on commence à développer ces logiciels. Donc la modularité, voilà, c'est essentiel dans le projet. Là, vous avez à droite le sablier qui avait été défini dans le rapport au CLC et qui montre un petit peu les différentes briques qui sont en cours de développement dans le cadre du consortium. En gros, en haut du sablier, vous avez les sources qui sont moissonnées. L'idée étant d'essayer de réconcilier, de croiser des données qui viennent de l'extérieur, notamment pour les publications des plateformes comme HAL, OpenAlex, Scopus, Scanner, DataIDRF.fr, qui sont les cinq bases qui sont moissonnées par Chrysalide. Et on croise ces données-là avec des données qui sont internes à l'établissement. Les données sur les chercheurs, la URL d'app avec la liste de tous les chercheurs de l'université. Tous les travaux qu'on a fait d'alignement des identifiants chercheurs, ils sont exploités par ça. Et en fait, c'est ça qui fait le lien entre les données extérieures et les données internes. Et puis d'autres bases de données qui sont internes à l'établissement, ça peut être par exemple la liste des projets qui sont dans une application comme Oscar pour les établissements qui utilisent Oscar. L'idée, c'est de récupérer ces infos-là et de les mettre à l'intérieur enfin, de descendre le sablier et de le mettre à l'intérieur du graphe de connaissances qui est au centre du sablier et qui regroupe toutes ces données-là. Et après, en bas du sablier, vous retrouvez, une fois que ces données-là ont été moissonnées, récupérées, voilà, vous avez des outils de curation des données. Donc, Sovisu Plus, c'est une application qui est réservée aux chercheurs sur authentification, où ils peuvent consolider, enrichir les données qui sont moissonnées et qui les concernent. Et après, il y a toutes les plateformes de diffusion de ces données-là. Ça peut être le portail de l'établissement, ça peut être voilà, il y a tout un tas de canaux possibles pour diffuser ces données-là à l'extérieur pour tout type de cible. Il y a un projet dans le cadre du consortium IDIA de recherche d'expertise, euh, mais qui est encore mouvant et qui reste à définir. Donc au centre de nos projets, on a le graphe de connaissances. Toutes les données sont reliées les unes aux autres. Pour ceux qui ont suivi toutes les questions sur la transition bibliographique, bah, c'est sous forme de triplet. Donc, une personne appartient à un laboratoire,
un projet, il y a une liste de personnes qui peuvent participer à un projet, etc. Toutes les informations sont reliées entre elles et on peut les interroger. Donc on regroupe tout type d'informations sur la recherche. Donc la liste des chercheurs qui est la base, voilà, il faut d'abord définir le périmètre, quels sont les chercheurs qui sont concernés par l'application. Les appartenances qui sont reliées aux personnes, la question de distinguer les employeurs de l'appartenance à un labo, des signatures et des affiliations qui sont déduites des signatures. Mais on s'intéresse, alors on a beaucoup travaillé pour l'instant sur les publications, mais on s'intéresse à tout autre type d'activité de recherche. Les projets, j'en ai déjà parlé, mais ça peut être des apparitions médiatiques, la participation à tout type d'événements, l'encadrement de travaux. On travaille sur la participation aux comités éditoriaux de revues. Voilà, toutes ces informations-là qui sont aujourd'hui dans différentes bases ou des fichiers Excel un peu partout dans l'établissement. L'idée, c'est de les faire rentrer dans le graphe et de permettre leur curation par les chercheurs dans SOPSVI+, et leur diffusion via divers canaux. Alors, l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on a choisi une base de données en graphe? C'est aussi dans la perspective de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les agents conversationnels. Et on a voilà, aujourd'hui trois prototypes différents d'agents conversationnels qui interrogent le graphe. Une qui a été développée par Sorbonne Université, une autre par l'équipe de Paris 1 et une autre par Learning Planet Institute avec lequel on travaille. Et on travaille beaucoup sur cette question-là aussi de permettre, par exemple, à un vice-président de la recherche, plutôt que de me poser la question à moi, quelles sont les collaborations internationales avec l'Université du Texas, eh bien de pouvoir poser la question directement à un chat. Donc ces données-là, elles sont consolidées dans le graphe. Là, vous avez un graphique qui montre, par exemple, le travail qu'on fait autour de la consolidation des données sur les chercheurs. On moissonne différentes bases. Là, il y a OpenAlex, HAL, IDRF. Chaque publication dans une base a des auteurs. Les auteurs ne sont pas forcément les mêmes d'une base à l'autre. Là, vous avez des exemples de variantes. Alors, on a John Smith dans une base, Smith John dans une autre. Et on utilise évidemment les identifiants chercheurs pour pouvoir regrouper, faire des clusters avec les auteurs pour essayer de les retrouver dans les différentes bases et de les regrouper. On utilise aussi les noms, prénoms, pour pouvoir les regrouper. Et à droite du schéma, vous avez l'information qui est consolidée, où chaque publication va avoir les bons auteurs en croisant les différentes bases qui ont été moissonnées. Ensuite, ces données-là seront une étape de curation dans SOPSVI+. Et enfin, les données qui sont consolidées sont reversées dans les bases sources. On commence à attaquer le versement dans HAL via l'API Sword, un peu enfin, avec l'aide des collègues de l'Université de Rennes qui ont beaucoup travaillé là-dessus dans le cadre de Cross-HAL, par exemple. Et puis peut-être dans les mois qui viendront, dans OpenAlex. Et on attend beaucoup l'évolution des travaux d'OpenAlex autour de la curation des données via les CRIS. Euh, donc, je peux vous faire une petite démo de à quoi ça ressemble dans SOPSVI+. Là, vous avez un exemple de l'instance de test de Paris 1. Donc, donc c'est une application où les chercheurs ou les personnels d'appui à la recherche se connectent avec leurs identifiants, leur mot de passe habituel. Euh, Ils accèdent à leur profil où ils ont tout un tas de tableaux de bord. Là, vous avez par exemple un joli graphique qui montre l'évolution des mots-clés issus des publications au cours d'une carrière et l'évolution des collaborations des chercheurs avec lesquels ils ont travaillé. On est en train de préparer plein d'autres petites data visualisations avec l'évolution des publications scientifiques, des jolies cartes avec les collaborations internationales qui sont beaucoup demandées. On travaille évidemment sur faire tout un tas de tableaux de bord autour de tout ce qu'on a autour de l'open access. Est-ce que les publications sont en open access ou pas, etc. Donc
tous les tableaux de bord sont en construction et puis bah, on s'adapte aussi aux besoins au fur et à mesure où ils arrivent. Les chercheurs peuvent voir leurs publications. Donc là, vous voyez par exemple, dans cet exemple-là, vous voyez différentes sources. Là, on a une publication qui vient d'OpenAlex. En dessous, ça vient de HAL et de Scanner. Et puis, on a là, par exemple, un indicateur sur le statut HAL. Est-ce que c'est dans HAL ou pas? Est-ce que c'est dans la collection du chercheur? Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est bien rangé. Quand c'est en vert avec le fichier, c'est parfait. Ou est-ce que c'est dans HAL, mais pas dans la bonne collection? Et là, dans ce cas-là, on ajoutera des outils pour rajouter le fichier dans la bonne collection. Et puis après, il y a tout un tas d'outils sur, par exemple, pour les mots-clés de pouvoir rajouter, alors là vous ne l'avez pas, mais de rajouter des mots-clés. Donc les chercheurs pourront fusionner des publications qui sont en doublon, les séparer si besoin, s'il y a une mauvaise fusion, rajouter des mots-clés, enrichir les données, etc. Donc ça, c'est pour les... À partir des publications, on va en déduire des expertises qui seront après exposées dans différents portails de recherche d'expertise. Et puis on travaille aussi sur, là je vous parlais tout à l'heure, d'autres activités que les publications. Ça peut être voilà, les projets de recherche, des activités éditoriales, des encadrements de travaux, des interventions, les logiciels, participation à des brevets, toutes les distinctions qui aujourd'hui, on reçoit des mails de nos directions de la communication pour dire que telle personne a reçu la médaille d'argent du CNRS, mais ces informations-là ne sont pas vraiment consolidées dans des bases de données. Euh, ou alors peut-être qu'elles le sont dans certains établissements, mais pas tous. Voilà, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour essayer de reprendre la main sur ces informations-là qui sont dans des applications disparates, de les consolider et de les afficher sur des interfaces ou via des chatbots qu'on pourra interroger pour remplacer un petit peu les chargés de mission bibliométrie et poser la question directement à un outil plutôt que de nous solliciter. Voilà, on travaille au remplacement de nos boulots par les machines. Donc voilà très rapidement. Et puis donc si je reviens au PowerPoint, je crois que j'avais une autre diapo. Je sais pas si je partage le PowerPoint. Non, là, tu partages ton écran de navigateur. Donc bah, maintenant, voilà, il y a tout un tas d'outils de pilotage. Là, on a construit une grosse machinerie qui permet de consolider, d'interroger les données, d'établir un cadre. On utilise notamment le modèle Serif, qui est un modèle international pour les données. Donc la base technique, elle est en place, elle fonctionne, elle peut déjà être installée dans les différents établissements. Tout est en open source sur le GitHub du consortium Chrysalide, donc vous pouvez déjà aller voir et l'installer dans votre établissement si vous avez déjà fait le travail d'alignement des identifiants chercheurs et si vous avez une machine virtuelle à mettre à disposition pour ça. Maintenant, il reste à construire des outils de pilotage. Je parlais des chatbots, on a toutes les visualisations qui peuvent être utiles pour et voilà, et essayer d'imaginer ensemble des interfaces pour les directions de la recherche, pour nos VP, pour les chercheurs, pour bah, que ce soit construire des applications qui sont vraiment utiles. Et donc là, on commence à organiser des ateliers pour présenter les premières versions de nos applis et puis bah, les faire évoluer pour les rendre utiles, pour les chargés de communication, les gestionnaires de laboratoire, etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était clair. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, très rapidement, est-ce qu'il y a une question? On va essayer d'être assez rapide. Est-ce que l'outil est en libre accès et facilement déployable? Les outils sont oui, sur le GitHub de Chrysalide et ils sont facilement déployables. Là, il y a Saclay, par exemple, qui est en train de le déployer. Donc, ça peut, en,
en une demi-journée, on peut déjà installer ça sur une VM. Mais après, voilà, ça vaut le coup d'échanger, de nous contacter. Vous avez une adresse contact@chrysalide.org. Contactez-nous pour qu'on en discute et vous aider à déployer. Et voilà, on essaie de structurer toute une équipe pour l'accompagnement à l'intérieur du projet, puisque bon, c'est des questions quand même assez techniques, tout ça. Et donc, il faut un accompagnement et le consortium essaie de se structurer pour pouvoir accompagner les établissements qui sont intéressés. Merci beaucoup. Vraiment 2 secondes, hein. Allez, une dernière question avant la pause. Vous avez indiqué tout à l'heure que votre établissement demande aux chercheurs de publier dans HAL. Ça prend quelle forme? C'est une obligation? Alors non, enfin, C'est une requête je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Nantes et l'obligation de dépôt dans Halle. Euh, voilà. Nous avions voté en 2021 une première obligation. Le terme obligation y était, effectivement, de dépôt des publications dans Halle, qui nous a valu une attaque en justice auprès du tribunal administratif. Et du coup, pendant le contentieux, nous avons un petit peu revu. Alors, non pas que la question n'était pas de savoir s'il est légitime d'obliger à déposer dans Halle ou pas. L'approche de l'avocate qui nous accompagnait, c'était de dire que la loi pour une république numérique a trouvé un consensus qui offre des droits aux auteurs et les établissements ne peuvent pas aller plus loin que ce que dit la loi. Donc en tant qu'établissement public, en fait, on ne pouvait pas poser une obligation là où la loi avait ouvert un droit pour les auteurs. Et du coup, nous avons revoté une nouvelle délibération beaucoup plus précise où on détaille en fait de quel type de publication on parle. Et on a enlevé le terme obligation et on a inversé la structure. C'est le seul terme qu'on a enlevé. Sinon, et on a inversé la hiérarchie des paragraphes. C'est-à-dire, on a commencé par dire pour l'évaluation des laboratoires, l'établissement prendra en compte ce qui est déposé dans HAL. Et du coup, on a précisé qu'est-ce que l'établissement demande de déposer dans HAL. Mais dans le diaporama, j'ai mis le lien vers la délibération du CA qui est public, qui est accessible. Et donc, du coup, vous aurez le texte très précisément. Et du coup, la fin de l'histoire, c'est qu'il y a eu un non-lieu au tribunal administratif puisque cette délibération précisait ce que l'établissement attendait. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci Emmanuel.